Eh bien, bonjour à tous et Bonjour. bienvenue sur ce 15e webinaire de Deltamu. Où aujourd'hui, Jean-Michel et moi allons vous parler de la synergie qui existe entre les technologies de l'industrie 4.0 et la métrologie. Bon, on va peut-être attendre encore quelques instants que d'autres participants se connectent, puisqu'il est tout pile 10h30. Mais C'est donc un au programme, chronomètre c'est ça. de tout pile. Donc au programme Mais il y a de toujours une ces tolérance. Il y a toujours une tolérance. toujours, voilà. Mais Habitué. bon, là je suis le nombre de participants qui est en train de grimper, donc ça devrait plus prendre beaucoup de temps. Juste pour rappel, on a fait une petite vidéo qui illustre ce thème des révolutions métrologiques. De toute façon, on vous enverra le lien à l'issue du webinaire, mais elle est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps, on vous remercie. Et puis, vous savez que vous allez trouver pas mal de contenu sur nos réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube, où la petite dernière, c'est cette vidéo qui illustre la frise de l'évolution des différentes révolutions métrologiques. Bon, je crois qu'on va Peut-être un pouvoir petit peu commencer. précision, Marie, Oui, sans vouloir tromper. Comme habituellement sur nos webinaires, moi je suis très bavard, la preuve ma voix, et de plus en plus fatigué. Euh, on essaiera de donner un temps pour les questions, hein. Donc on surveille le chat comme d'habitude, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et quoi qu'il en soit, si on n'a pas pu répondre pendant le webinaire, on répondra par un article où on a pris l'habitude dans tous nos webinaires de faire un petit article de réponse à toutes les questions qui sont posées sur le chat, qu'elles aient ou non d'ailleurs trouvé une réponse pendant le webinaire. Et le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le revoir en replay ou le diffuser auprès de ceux que vous pensez que ça peut intéresser de vos entourages respectifs. exactement. Alors, comme on a plein de choses à dire, je propose qu'on commence. Donc, moi, je vais juste prendre quelques instants, je vais être très brève pour vous présenter Deltamu. Donc, Deltamu, on existe depuis 98 et on a été fondé par Jean-Michel, hein, ici présent, qu'on ne présente plus, passionné en métrologie et expert surtout. Et qui fait qu'on est engagé dans le monde et dans l'évolution de la métrologie depuis plus de 20 ans aujourd'hui, avec une double casquette pour proposer des solutions et des prestations innovantes en métrologie. Notre siège est à côté de Clermont, en Auvergne, mais on est présent maintenant également en Italie, par le biais d'une filiale qui est à Milan. Et grâce à nos clients et à nos partenaires aussi, on est présent de plus en plus à l'international, avec des groupes qui nous exportent sur les différents continents, donc notamment en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis, au Mexique aussi. Nous sommes présents. Donc sur la slide d'après, effectivement, quelques mots pour vous présenter vraiment le cœur de métier et puis la valeur ajoutée et l'ADN de Deltamu. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire évoluer le monde de la métrologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même reconnu dans les différents groupes de travail et institutions. Donc dans des comités de normalisation, hein, effectivement, depuis les années 2000, Deltamu, par le biais de Jean-Michel, mais aussi des autres collaborateurs, sont très actifs dans des comités de normalisation. Hein. Deltamu a été notamment à l'origine du fascicule FDX 07-014 qui a été publié par l'AFNOR en 2006 et qui traite des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage, hein, qui ont déjà fait l'objet de pas mal de webinars. Et là, depuis le début de l'année, Deltamu anime le groupe de travail autour de la révision de l'ISO 10012. Donc voilà, l'ISO 10012, c'est vraiment la norme pilier de la métrologie, hein, l'équivalent de l'ISO 9001, mais pour la métrologie. Donc là, c'est notre collaboratrice Peggy Courtois qui est l'animatrice du comité et du groupe de travail international au sein de l'ISO. Et ensuite, dans les différents pays, il y a des groupes de travail miroirs
donc notamment en France, au sein de l'AFNOR, où là, c'est notre collègue Christophe Dubois qui s'en occupe. Et comme on est présent également en Italie avec l'UNI, participe notre collaboratrice Anna Rita Lazzari également à ce groupe de travail. Donc c'est un projet quand même à long terme, hein, où à l'issue de peut-être 2 ans au moins, l'objectif c'est de proposer une révision de cette norme. Autre point important, notamment par rapport à notre thématique du jour, c'est que Deltamu est très impliqué dans le monde de la formation. On a participé notamment au lancement du master spécialisé Data Science pour l'ingénierie avec l'école Sigma à Clermont. Donc là, c'est intéressant parce qu'on vous donnera tout à l'heure avec Jean-Michel des exemples du lien qui existe entre la métrologie et la data science, notamment pour tout ce qui constitue la véracité et la fiabilité des données avant de les traiter. Donc voilà, on participe aussi à des licences, on a des intervenants au sein du DUT mesures physiques et Jean-Michel est également très participatif dans les groupes de révision des BTS sur les métiers de la mesure. Il y a un article d'ailleurs sur le sujet dans le dernier contrôle essai mesure qui vient de sortir. Donc voilà, pour finir vraiment l'offre de service, donc on a cette double compétence chez Deltamu. D'abord la métrologie, mais aussi une casquette d'éditeur de logiciels. On est assez connu pour notre logiciel Optimu, qui permet de faciliter le suivi et l'enregistrement des instruments de mesure, avec aussi d'autres modules facultatifs pour l'étalonnage, l'évaluation des incertitudes, la surveillance, l'optimisation des périodicités. Donc l'avantage, c'est qu'on intègre dans le logiciel toutes les évolutions qu'on propose dans les groupes de travail, donc notamment les méthodes d'optimisation de périodicité comme Operette, qui est dans notre logiciel depuis plus de 10 ans, mais aussi la méthode de la dérive. Et plus récemment, avec la sortie du fascicule FDX 07-041, qui traite des comparaisons inter-instruments, on a inclus donc dans le module de surveillance la possibilité de faire ces surveillances. Et enfin, donc, on propose vraiment des prestations d'accompagnement sur mesure sur des thématiques d'incertitude et d'amélioration de la métrologie au quotidien dans l'entreprise. Donc, de la gestion des étalonnages à l'organisation de comparaisons interlaboratoires, par exemple. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Jean-Michel pour qu'il puisse vous présenter l'évolution de la révolution métrologie. Merci Marie pour cette présentation. Et en effet, nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet de ce webinaire, à savoir cette 4e révolution métrologique qu'on appelle de nos voeux chez Deltamu en fait depuis longtemps. Il se trouve qu'il y a une coïncidence, un alignement de planètes. Je reprendrai le terme tout à l'heure dans un autre sujet, mais avec ce qui se passe au niveau industriel. Donc, je ne sais pas, ceux d'entre vous, enfin nombreux sont ceux qui participent aujourd'hui qui doivent savoir que le 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie. Et j'ai profité de cette occasion pour publier un petit article sur LinkedIn qui commençait par imaginons un monde sans mesure. On se rend compte tous aujourd'hui que finalement les mesures n'interpellent plus beaucoup les gens, tout simplement parce qu'elles sont omniprésentes dans notre quotidien. On ne se rend pas compte de la difficulté que ça a été dans l'histoire de l'humanité d'inventer ce système de mesure, puisque aujourd'hui, je le redis, on le vit au quotidien sur toutes les unités de mesure ou presque. Mais on va retracer un petit peu cette histoire pour comprendre à la fois qu'est-ce qu'elle a pu apporter à l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, c'est décrit, j'imagine que vous avez eu le temps de lire le slide, mais un monde sans mesure, c'est un monde préhistorique dans lequel on est encore dans des grottes, parce que sans mesure, on ne découvre pas les lois de la physique, les lois de la nature. Sans mesure, on ne sait pas fabriquer des entités. Sans mesure, on n'a pas la maîtrise de l'agriculture telle qu'on l'a aujourd'hui. Enfin, voilà. Si on n'est pas capable de mesurer, on n'est pas capable de comprendre et on n'est pas capable d'optimiser. Donc, les mesures font partie de notre quotidien. On va revenir quand même un peu sur l'histoire qui nous a amené et qui nous a conduit jusqu'en 2021. Mais avant, puisque vous êtes sûrement nombreux à entendre parler soit de l'industrie 4.0, soit de l'industrie du futur. En France, on a choisi le vocable, enfin on a choisi le vocable industrie du futur, mais finalement cette industrie du futur, comme on l'appelle en France, c'est l'industrie 4.0
ou en tout cas elle est marquée temporellement par l'introduction des technologies, de nouvelles technologies, et notamment de tout ce qui est digitalisation, big data et intelligence artificielle. Donc on voit que pourquoi certains pays l'ont appelé Industrie 4.0, simplement parce que jusqu'à la veille de cette évolution 4.0, ben, tout le monde s'entendait sur le fait qu'il y avait déjà eu 3 révolutions industrielles. J'ai emprunté cette image à la société Visiative, elle est plutôt bien faite. Et la 4e révolution, ben, c'est celle qui émerge avec l'utilisation des data et la digitalisation. Alors, il se trouve qu'au niveau métrologie, on peut aussi, alors vous voyez que les temporalités n'ont absolument rien à voir, mais on peut aussi marquer l'échelle temporelle par également trois révolutions. La première, qu'on a appelée l'éclairante chez Delta Mu en 1791, c'est l'invention, la mise au point d'un système international d'unité. Avant 1791, il n'y avait pas d'unité de mesure qui soit homogène et dans les métiers, dans les pratiques et au niveau évidemment du monde entier. Donc c'est la Révolution française qui a voulu instituer un système international d'unité qui pourrait être, disait Talleyrand, accepté par le monde entier, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, car il ne présenterait rien de particulier ni d'arbitraire à la situation d'aucun peuple sur la Terre. Ça paraît tout simple aujourd'hui. Hein. Si vous demandez, si vous posez la question, c'est quoi un mètre, c'est quoi une seconde, c'est quoi un kilogramme, tout le monde va vous regarder avec un œil bizarre parce que on sait tous ce que c'est qu'un mètre en écartant les bras. La réalité, c'est qu'un mètre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le mètre, ou en tout cas l'idée d'un système international d'unité qui a donc prouvé sa pertinence, est née en 1791. Dans les textes de l'Assemblée constituante, donc tout le monde sait qu'on a écrit à cette époque-là la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a donc aussi inventé ce système international d'unité. Il est dit dans les textes que cette invention, cette mise au point, cette création serait l'un des plus beaux monuments de la Révolution française et assurerait la régénération du peuple de France. Alors évidemment, quand je le dis aujourd'hui, ça paraît bizarre parce que, je vous redis, on est environné de mesures tout le temps. Le fait est qu'à cette époque-là, les gens qui l'ont écrit savaient de quoi ils parlaient et ils savaient pourquoi ils pouvaient se permettre d'écrire cette affirmation. En fait, ce qui a suscité la création de ce système international d'unité, ce n'était pas uniquement la recherche scientifique et la découverte des lois de la nature, on en avait d'ailleurs découvert avant les unités de mesure, c'était aussi pour régler un problème qui était celui des échanges commerciaux. À l'époque, dans les cahiers de doléances, les Français voulaient un roi, une loi, un poids et une mesure. Parce qu'à cette époque-là, quand ils achetaient quelque chose sur les marchés, ils avaient toujours le sentiment de se faire gruger parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de garantie sur les quantités échangées. Ce qu'on savait, c'est le prix. Hein. Aujourd'hui, quand vous achetez soit du carburant, soit des tomates, soit un gigot d'agneau pour Pâques, ce que vous connaissez, c'est la quantité, mais c'est aussi le prix qui est associé à cette quantité. Et évidemment, les Français de l'époque, ils devaient payer un prix, mais pour une quantité dont ils n'étaient pas sûrs. Donc, ce qui a suscité, un des facteurs qui ont suscité la création de ce système d'unité, c'était de répondre à cette question de la confiance dans les mesures qui étaient réalisées dans le cadre des échanges commerciaux. En 1791, on ne parlait pas encore d'industrie, on faisait beaucoup de mesures, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. En 1837, donc suite à l'invention et à la mise au point de ces unités, dont on ne va pas décrire toute l'histoire, elle est passionnante, mais il nous faudrait plus de la journée pour en décrire les points forts, enfin les actes forts. En 1837, l'État a inventé un système qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle la sous-direction de la métrologie légale, qui à l'époque s'appelait la métrologie légale ou le service des poids et mesures. Ce service, en 1837, il avait pour vocation, il a toujours la même vocation, de garantir la loyauté des échanges commerciaux. La loyauté des échanges commerciaux, ce n'est pas l'exactitude de la valeur indiquée par la balance du boucher. La loyauté, c'est simplement prendre conscience qu'aucune mesure ne peut être juste pour une foultitude de raisons qu'on ne va pas décrire aujourd'hui, mais on l'a fait au cours de plusieurs séminaires. On va le refaire aussi prochainement quand on va parler de risques associés aux mesures. Mais aucune mesure ne peut être juste. En revanche, il ne faut pas que l'erreur de mesure, c'est-à-dire l'écart entre ce que je mesure et la réalité, soit trop grand, trop important, au risque de gruger les consommateurs. Désolé pour le petit incident technique de ma cafetière qui se met en mode rinçage, merci. Donc la métrologie légale a pour objectif de garantir la loyauté, c'est-à-dire en gros que l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie soit
insignifiant, ou en tout cas pas pénalisant, à la fois pour le commerçant qui pourrait perdre de l'argent s'il vend plus, s'il donne une quantité plus grande que celle annoncée par la balance, mais qui pourrait aussi pénaliser le consommateur qui risque de payer trop cher une quantité, enfin en tout cas qui risque de payer une quantité qu'il n'a pas obtenue réellement. Donc cette histoire de loyauté, c'est de trouver un équilibre entre le risque du commerçant et le risque du consommateur. Et ce risque, on essaye de faire en sorte que l'erreur de mesure, que la quantité échangée, ou en tout cas mesurée, soit proche de la réalité. Cette métrologie légale, elle repose sur trois grands principes que je réévoquerai tout à l'heure. Et elle a fait ses preuves, puisque aujourd'hui, on est entre deux élections, par exemple. On en aura une l'année prochaine. On en a eu une il y a quelques années déjà. Je n'entends personne nous parler de poids et de mesure au sens premier du terme, puisque dans les mœurs, aujourd'hui, on ne se pose plus ces questions-là. Ça prouve que cette révolution a fonctionné. C'est pour ça qu'on l'a appelée la bienveillante, puisque c'est grâce à elle qu'on est confortable. On est confortable dans notre tête quand on achète des choses chez un commerçant. Et ce confort, en fait, est lié aux stratégies qui ont été mises en place à cette époque-là. Et vous voyez peut-être sur le petit dessin, là, on a un petit marqueur pour signaler la fameuse étiquette verte qu'on trouve sur tous les instruments de mesure qui servent aux transactions commerciales. Ensuite, il s'est passé quelque chose d'important pendant que l'industrie évoluait de son côté. En 1987, la date ne parle peut-être pas à tout le monde, mais 1987, c'est la date d'édition de la première version de la norme ISO 9000, ISO 9000 qui est le référentiel qualité que tout le monde connaît. Et en 1987, en fait, on a voulu écrire une norme qui permettait de décrire les grands principes de l'assurance qualité des industriels, enfin des producteurs de services ou de produits industriels, tout simplement pour régler des problèmes de stock, pour régler des problèmes de confiance entre clients et fournisseurs. Donc, on a écrit une norme de ce que devait mettre en œuvre une entreprise pour garantir à son client qu'elle allait respecter la parole qu'elle avait donnée, si je veux la simplifier comme ça. Et dans l'ensemble des dispositions que cette norme a imposées aux entreprises pour donner confiance a priori à leurs clients, il y a évidemment eu des dispositions autour de la mesure. Et là, quand on relit les textes initiaux de cette norme ISO 9000, il est écrit clairement ce qu'on aurait dû faire en métrologie, à savoir, il est écrit les incertitudes de mesure sont connues et compatibles avec l'aptitude requise en matière de mesurage. C'était ça l'exigence de la norme en 1987. C'était d'ailleurs reconduit en 1994. Et là, depuis, les révisions ont changé un tout petit peu l'exigence, en tout cas la façon de l'exprimer, pour essayer de la simplifier un peu, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, cette exigence est encore assez mal comprise. Et on est rentré à cette époque-là dans des pratiques dans lesquelles on a copié-collé en fait les pratiques de la métrologie légale, qui, elle, doit garantir la loyauté, alors que nous, industriels, on doit garantir la satisfaction de nos clients, c'est-à-dire la fonctionnalité des entités qu'on va livrer. Et du coup, c'est cette copie des pratiques de la métrologie légale que je vais développer un peu plus loin, nous ont conduit à faire des choses que personnellement, il faut avoir connu toute l'évolution, parce que j'ai commencé ma carrière en métrologie en 88, toute l'évolution de ces pratiques. On est obligé, tous les exemples qui ont été vécus à la fois avant Delta Mu et après Delta Mu, dont on va reparler tout à l'heure pour appuyer nos propos, tous ces exemples-là ont montré qu'on avait quand même fait une grosse impasse sur des sujets importants et que finalement, on avait fait des choses qui n'étaient pas forcément utiles. En tout cas, à mes yeux, on a perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler cette révolution la piteuse. Alors, non pas qu'elle n'était pas intéressante dans sa réalité, dans ce qu'elle aurait dû être, juste que dans la pratique, on n'a pas tout à fait fait ce qui était exigé par la norme et on s'est un peu fourvoyé et on s'est un peu engagé sur des chemins qui n'étaient pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, Marie, là, tu peux peut-être lancer le petit sondage là, qu'on a prévu de faire sur ce slide. C'est parti. Donc, je vais continuer à parler pendant que les gens répondent, hein, évidemment. Donc je vais vous décrire en fait quelles sont les pratiques qu'on a loupées en fait, ou quelles sont les pratiques sur lesquelles on s'est inspiré et pourquoi elles sont critiquables au sens positif. Hein. Elles sont critiquables dans la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a bien fait d'interpréter l'exigence de la norme comme on l'a interprétée? Convenons aujourd'hui que l'interprétation qu'on en a faite, c'était surtout qu'il fallait étalonner, vérifier des instruments de mesure, s'assurer qu'ils étaient conformes. On ne sait pas trop à quoi, mais en tout cas, moi, tous les jours, on m'interroge sur les réseaux sociaux sur les EMT des instruments de mesure.
ce qui n'est pas une vraie question à mes yeux, même si c'est une préoccupation si on parle de la qualité de la mesure, mais ce n'est pas une préoccupation si on parle d'erreur maxi pour un instrument de mesure. Donc on a loupé un peu le virage et puis on a aussi considéré qu'il fallait étalonner périodiquement et on s'est un petit peu emballé en disant que ça allait être tous les ans ou tous les 2 ans, alors que l'année, ce n'est simplement que le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil et qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi fortement corrélée avec le besoin d'étalonnage des instruments de mesure. Et aujourd'hui, donc la coïncidence, vous voyez, enfin l'alignement de planète, l'industrie en est à cette 4e révolution avec le digital. Ben la métrologie doit aussi entamer sa révolution culturelle, sortir du dogme des pratiques de l'ISO 9000, à savoir la conformité des instruments de mesure et des vérifications périodiques arbitraires, pour s'intéresser à ce qui va être essentiel pour l'avenir, à savoir la fiabilité des mesures. On va revenir tout à l'heure sur des exemples d'intelligence artificielle, enfin d'algorithmes de data science qui nécessitent d'avoir des données fiables en fait pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc l'industrie est en train de faire une mutation importante dans sa capacité à comprendre, à piloter ses procédés de production. Vous êtes sûrement tous autour de la table concernés par la mesure qu'on fait industriellement pour piloter des procédés. Et du coup, ces mesures doivent être plus que jamais fiabilisées ou améliorées de manière à ce que ces algorithmes et ce pilotage des procédés nous permettent d'atteindre une efficience qui devient nécessaire. Je vous rappelle qu'on vient d'un monde qu'on a appelé les 30 Glorieuses, un monde dans lequel finalement nos anciens pensaient que les ressources étaient infinies et qui est un peu conditionné dans ses pratiques par un petit peu le plus, peu le moins. Et aujourd'hui, vous avez sûrement tous conscience, on en entend de plus en plus parler, hein, ça devient un leitmotiv, hein, toutes ces questions d'écosystème, de développement durable, d'empreinte carbone, d'empreinte écologique. Et tout ça, ça va nous conduire vers une obligation de juste nécessaire. Donc, c'est la définition qu'on peut donner à l'efficience. Et la métrologie a tout son rôle à jouer pour atteindre cette efficience qui est nécessaire non seulement pour la qualité des produits, on s'est beaucoup concentré sur la conformité, mais c'est surtout nécessaire pour atteindre le juste nécessaire en termes de réglage de procédés, en termes d'exigences fonctionnelles sur les produits qu'on fabrique. Et nous, métrologues, nous sommes vraiment au cœur de cette question. Jean-Michel, je vais fermer le sondage et le partager. Ah, tu nous donnes les résultats tout de suite? Voilà. D'accord. Alors écoute, moi je ne les vois pas, mais c'est normal, il faut que je fasse ça. Alors, on a 53% des sondés qui estiment que les pratiques liées à la mise en œuvre de l'ISO 9001 ont amélioré les pratiques métrologiques des entreprises. 53%. 28% qu'elles ont favorisé les laboratoires d'étalonnage et 19% servi à rien d'opérationnel dans la performance industrielle. Alors moi je comprends le 53%, alors il est intéressant 53%, et du coup sur ce slide on va comprendre ce qu'il en est. Oui, bien sûr que ça a amélioré les pratiques si on considère que dans les pratiques métrologie, il y a le fait que l'instrument doit être surveillé, raccordé. Alors, je précise que le raccordement il est fait par le fabricant de l'instrument de mesure. En fait, quand on fait l'étalonnage et la vérification d'un instrument de mesure, on vérifie qu'il est raccordé, parce qu'on n'agit pas sur l'instrument, malheureusement, enfin, pas rentrer dans le débat de la modélisation, mais on n'agit pas physiquement sur l'instrument enfin, dans la plupart des cas, il faut se méfier des généralités, mais on n'agit pas sur l'instrument pour le rendre compatible avec les unités de mesure, mais on constate en mesurant des étalons que les écarts ne sont pas trop importants par rapport à ce qu'on attendait. Donc dans ce 53%, je comprends que ce soit une amélioration des pratiques métrologie que de raccorder ou de vérifier le raccordement des instruments de mesure. Mais j'aimerais préciser ici que quand un instrument de mesure, ça ne fait pas une mesure. Pour faire une mesure, il faut d'abord qu'on ait une entité à mesurer, qu'on ait une grandeur d'intérêt à vouloir déterminer. Il faut évidemment qu'on ait un instrument de mesure pour réaliser la comparaison avec les unités, donc avec les étalons. Mais tout ça, ça se passe aussi dans un environnement et c'est mis en œuvre par des opérateurs, fussent-ils numériques. Et en fait, la qualité d'une mesure ne dépend pas de la qualité de l'instrument de mesure. En tout cas, je vais le redire autrement, la qualité de l'instrument de mesure, c'est une condition nécessaire. Évidemment, si mon instrument de mesure raconte n'importe quoi, ma mesure, ça sera n'importe quoi, mais ce n'est pas une condition suffisante pour garantir la fiabilité des mesures. Ce n'est pas parce que j'ai des plaquettes de frein qui sont neuves que ma voiture freine bien. C'est un petit peu le contexte dans lequel il faut poser notre réflexion. Et en cette matière,
on peut quand même constater qu'on a beaucoup focalisé depuis la mise en œuvre de l'ISO 9001 sur l'instrument de mesure, sur prendre soin de l'instrument de mesure, mais on a un petit peu oublié qu'il y a d'autres caractéristiques. Et d'ailleurs, peut-être qu'entre nous, il y a des gens qui ont fait des études RR qui, elles, ne se concentrent pas sur les instruments de mesure, mais sur les opérateurs. Et ceux qui ont fait ça se sont bien rendus compte que très souvent, c'est l'opérateur qui a fait beaucoup de dispersion dans la mesure, simplement parce que l'instrument de mesure, il faut le mettre en œuvre, et dans les conditions industrielles, c'est pas toujours facile d'être mis en œuvre, alors que c'est plus facile de le fabriquer. Autrement dit, et dans beaucoup d'expériences qui sont les miennes, c'est rarement l'instrument de mesure qui pose problème, c'est plutôt l'ensemble des autres facteurs. Et si on regarde la prise en compte de tous les facteurs dans l'amélioration de la qualité ou des pratiques métrologie, on peut s'interroger, et je pense que certains qui ont répondu oui à cette question, à la lumière de ces explications, pourraient dire qu'on est peut-être passé à côté d'un certain nombre de choses en ne regardant ou en étant très focalisé sur l'instrument de mesure. Autrement dit, un instrument de mesure neuf, on sait qu'il faut l'étalonner. Par contre, un nouveau collaborateur qui rentre et qui fait des mesures, tout le monde ne sait pas qu'il faut le qualifier. Et pourtant, il peut aussi amener de l'incertitude de mesure dans le procédé. Sur le slide que vous avez à l'écran, en fait, j'ai essayé de matérialiser la différence entre la métrologie légale et la métrologie industrielle. Dans la métrologie légale, on veut garantir la loyauté. Bon, ça, les deux personnes se serrent la main, ça veut dire qu'elles sont d'accord. En gros, s'il manque 2% sur votre gigot, ce n'est pas la fin du monde. Ou s'il y a 2% de plus de gigot que ce que le commerçant ou boucher vous a facturé, ce n'est pas la fin du monde non plus. Ça ne va pas poser de problème. La loyauté, c'est quelque chose de relativement simple. C'est une histoire de confiance. Confiance dans la valeur et dans l'accord. En revanche, la fonctionnalité, c'est autre chose. J'ai pris une image un peu violente, mais peut-être qu'il y a 2% près sur une dimension d'une pièce critique d'un moteur d'avion, l'avion, il atterrit comme ça. C'est-à-dire, quand on est passager de l'avion, on n'est pas tout à fait d'accord pour qu'il atterrisse de cette façon-là. Donc, cette histoire de loyauté qui marche bien dans la métrologie légale ne marche pas dans la métrologie industrielle, parce que la métrologie industrielle, on attend vraiment la fonctionnalité. Donc, comment la métrologie légale a réussi à obtenir la loyauté? Alors, elle applique trois grandes méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle l'approbation de modèle, c'est-à-dire que tout fabricant d'instruments de mesure qui veut vendre des instruments dans le cadre des échanges commerciaux doit avoir l'accord de l'État pour le faire. Autrement dit, l'État va vérifier la technologie utilisée, va s'assurer qu'on ne peut pas le dérégler, qu'on ne peut pas tricher, de manière à dire, OK, ça, vous avez le droit de le fabriquer à destination des échanges commerciaux. Le deuxième pilier de la loyauté, c'est la vérification primitive. Donc là, la vérification primitive, l'État décide, comme il connaît la technologie de l'instrument, l'État décide du nombre de points qu'on va réaliser sur l'étendue. Je rappelle que comme il connaît la technologie de l'instrument, il a une idée quand même, l'État, de la linéarité, de la réponse, de la technologie. Donc, il sait qu'en prenant quelques points, il a un avis à peu près objectif sur les caractéristiques de l'instrument. Donc, il va fixer des règles, il va dire quels sont les points de mesure qu'il faut faire, combien on va répéter de mesures, comment on va placer les masses sur la balance ou comment on va regarder le réglé qui sert à vendre du tissu. Et il va fixer des erreurs maximales tolérées. Et là, quand il parle d'erreurs maximales tolérées, c'est l'écart qu'on va mesurer entre ce que dit la balance et ce qu'elle aurait dû dire, connaissant la valeur de la masse étalon qui est utilisée pour faire cette vérification. Sachant que la masse étalon, elle aussi, dans le décret, la qualité de cette masse est fixée par le décret. C'est-à-dire que c'est le décret qui dit vous devez utiliser des masses de telle qualité pour vérifier des balances de telles caractéristiques et de telle utilisation. Vous devez faire ces points-là, répéter le nombre de fois comme ça, et dans toutes les mesures que vous avez, qui ne sont qu'un échantillon des mesures possibles sur cet instrument, dans toutes les mesures que vous n'avez pas le droit de dépasser telle limite. Voilà. Et la limite est forcément arbitraire. Elle tient lieu, bien sûr, à des fonctions de la technologie, fonction des enjeux, parce que l'État sait que la balance de bouchée, elle sert à vendre de la viande, l'État sait que la pompe à essence, elle sert à vendre du carburant, donc l'État peut dire, bon, allez, jusqu'à 3%, on va considérer que c'est bon pour l'erreur. Ça, c'est facile, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, parce que l'erreur peut être en faveur du commerçant comme en faveur du consommateur, et que qu'il y ait 3 ou 4%, c'est pas très, très grave. Vous comprenez bien que cette erreur-là, et ça va être le thème de notre prochain webinaire, quand on fait une mesure industrielle, elle va induire des fausses décisions. Je vais en parler tout à l'heure. Et ces fausses décisions, elles peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Donc, c'est difficile de fixer une EMT pour tout le monde la même. D'autant plus que
suivant le domaine dans lequel vous utilisez tel ou tel instrument de mesure, prenant un capteur de température, un thermocoupe-cas, ben les risques inhérents aux décisions ne vont pas du tout être les mêmes quand on fait de la stérilisation dans le domaine agroalimentaire ou quand on surveille, grosso modo, une température d'environnement autour d'une presse à injecter. Donc, comme ces instruments ne sont pas dédiés à des utilisations particulières, on comprend tout de suite que ça va être compliqué de fixer une limite qui va être la même pour tout le monde. C'est pourtant dans les pratiques ce qu'on fait aujourd'hui quand on dit la norme elle dit que c'est comme ça, alors on prend cette valeur-là. Cette valeur elle est donnée à titre indicatif dans la norme, mais il n'y a aucune raison qu'une norme sur un pied à coulisses, par exemple, réponde à toutes les conditions d'utilisation des pieds à coulisses dans toutes les industries qui peuvent utiliser des pieds à coulisses. Ça n'a absolument aucun sens. Alors que dans la métrologie légale, ça a du sens. Et ensuite, le troisième pilier de la loyauté pour la métrologie légale, je redis qu'elle a bien fonctionné. Aujourd'hui, on ne doute plus des mesures dans notre environnement, et c'est d'ailleurs sûrement un peu notre drame, c'est la question des vérifications périodiques. L'État a dit, pour certains instruments de mesure seulement, regardez votre compteur électrique et votre compteur d'eau, il n'est pas vérifié périodiquement, mais pour certains instruments, on a fixé une périodicité. Et donc, du coup, l'État dit, tous les 18 mois, vous devez vérifier votre instrument de mesure. Si vous ne le faites pas, vous relevez des tribunaux. Vous pouvez être sanctionné devant un tribunal parce que vous n'avez pas respecté la loi qui vous impose de vérifier l'instrument tous les 18 mois. En revanche, si au bout de 18 mois, l'instrument est non conforme, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas d'étude d'impact, on n'étudie pas les conséquences sur la viande qu'on a vendue dans les 18 derniers mois. On fait un ajustage de l'instrument, on refait une vérification. Si on a réussi à le remettre dans les clous, il repart pour 18 mois. Parce qu'on accepte ce risque qu'un instrument de mesure dise une bêtise pendant un temps donné, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et tant pis pour le commerçant ou tant pis pour les consommateurs, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Or, nous, industriels, vous savez très bien que quand on fait une vérification périodique, soit l'instrument est conforme, auquel cas on est content, mais de vous à moi, on a dépensé de l'argent pour rien, soit l'instrument est réputé non conforme. Alors, par rapport à quoi? C'est toute la question. Est-ce que c'est par rapport à la norme ou par rapport à nos vrais besoins? Mais quand il est réputé non conforme, alors on va être obligé de faire une étude d'impact, peut-être refaire revenir des produits, peut-être avoir une politique vis-à-vis de nos clients pour les avertir. Enfin, ça peut être une catastrophe en fonction du domaine dans lequel vous exercez, soit en termes de dangers vitaux pour les utilisateurs du produit qu'on aurait livré non conforme, soit simplement pour des problèmes d'image de marque. Si vous appelez vos clients pour leur dire que vous avez fait une grosse bêtise et que vous rapatriez plein des produits que vous avez conçus et fabriqués et livrés, c'est pas bon pour l'image de marque, ça va pas plaire à vos clients. Donc on comprend bien que ces outils qui servent la loyauté permettent de garantir en effet la confiance des consommateurs quand ils achètent quelque chose, mais pas l'exactitude de la quantité échangée, sachant que ce n'est pas très grave s'il n'y a pas la bonne quantité. En revanche, dans la métrologie industrielle, ce qu'on doit garantir en réalité, c'est la fonctionnalité des produits qu'on livre. Et donc, tout est question de à quoi va servir la mesure, qu'est-ce que j'en fais. En théorie, cette fonctionnalité des produits qu'on va livrer, elle s'appuie sur des tolérances adaptées. Je pense qu'il y a beaucoup de connaisseurs autour de notre table qui savent très bien que les tolérances exprimées aujourd'hui sur les plans sont souvent super serrées par rapport à la réalité fonctionnelle. On devrait bien sûr considérer la qualité de nos mesures quand on prend une décision par rapport à une tolérance. Donc la question c'est comment je prends en compte l'incertitude de mesure dans la déclaration de conformité d'un produit et quels sont les risques inhérents, parce que j'ai beau la prendre en compte, il y aura toujours un risque sous-jacent à la décision que j'aurai prise. Tout ça, ça sera la thématique du prochain webinaire qui reposera sur un guide qui est sorti en 2012, donc pratiquement 10 ans, et qui traite de cette prise en considération des incertitudes de mesure dans la déclaration de conformité. Ceux qui viendront suivre ce webinaire ou ceux qui connaissent déjà cette norme savent qu'on est très très loin de la pratique qu'on rencontre trop souvent qui consiste à fixer arbitrairement un coefficient de capacité et de faire une petite division entre la tolérance et l'incertitude pour savoir si on est au-dessus ou au-dessus ou au-dessous d'un chiffre qui lui-même est totalement arbitraire et qui ne reflète en aucun cas un risque. Voilà. Donc, dans la théorie, on devrait faire plein de choses. D'ailleurs, l'ISO 9000 l'avait bien dit. Et dans la pratique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et quand on observe la réalité, c'est que, en gros, on utilise des instruments de mesure face à telle tolérance parce qu'on a toujours fait comme ça. Pour être sûr, on a pris ceinture, bretelles et parachute. Ça veut dire qu'on a resserré les tolérances de manière à essayer d'être embêté le moins possible. Et puis les incertitudes, c'est un débat d'experts, parce que dans la vraie vie,
il est assez rare qu'on en tienne compte. Je ne dis pas qu'on n'en tient jamais compte, mais il est assez rare dans la pratique que les opérateurs qui font des mesures au quotidien pour piloter des procédés ou pour déclarer des conformités tiennent compte des incertitudes de mesure, en tout cas comme le décrit la norme dont on parlera le mois prochain, pour savoir et pour maîtriser le risque lié à la décision. Et du coup, Marie, tu peux nous lancer le nouveau sondage. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est important de bien avoir considéré à ce stade de l'exposé qu'on a des pratiques dans la métrologie légale qui fonctionnent, qui donnent satisfaction. On a des pratiques dans la métrologie industrielle qui sont assez loin, enfin, des enjeux qui sont assez loin de ceux de la métrologie légale, mais des pratiques qu'on a copié-collé. Et je pense qu'on peut aussi dire, et j'espère qu'on est nombreux à en convenir autour de la table, c'est que dans la tête des gens qui font des mesures, finalement, l'incertitude de mesure, c'est un débat d'experts. Mais la réalité, c'est que j'ai trouvé 10,12, donc c'est 10,12, et je ne vois pas bien ce que je peux faire d'autre que de considérer que c'est 10,12. Cette incompréhension des incertitudes de mesure, je pense, pour ma part, qu'elle vient, certains d'entre vous qui nous connaissent m'ont déjà entendu le dire, je le répète assez souvent, qui vient de la métrologie légale. En fait, avant la métrologie légale, tout le monde doutait des mesures et c'est pour ça qu'on a institué la métrologie légale. Je redis, on n'était pas dans un monde industriel à cette époque, on était dans un monde d'échanges commerciaux, même si l'industrie commençait à émerger. Mais ce n'était pas un problème de métrologie. Et donc, du coup, les gens qui, avant nous, avant cette époque, doutaient des mesures tout le temps, grâce à la métrologie légale, ont fini par ne plus douter des mesures. C'est un problème qui a disparu de nos esprits. Pierre Giacomo, qui a été directeur du Bureau international des poids et mesures en 2001, avait eu la phrase suivante dans un congrès international de métrologie. Il a dit: le problème, c'est que nos enfants apprennent la mesure dans la cour de l'école comme ils apprennent la vis et l'écrou. Je ne vais pas faire un grand développement autour de cette phrase, mais elle explique tout. Depuis qu'on est tout petit, vous et moi, quand je dis tout petit, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sait ce que c'est qu'une vis. Une vis, c'est un truc qui sert à ouvrir le boîtier des piles pour mettre des piles nouvelles ou pour accrocher un cadre au tableau. À 5 ans, on ne connaît pas la technologie de la pile, de la vis. Enfin, la technologie de la vis, elle est très compliquée. Et un gamin de 5 ans se moque de la technologie de la vis, il veut juste savoir à quoi ça sert. Et bien, quand on avait 5 ans, on savait aussi ce qu'était une mesure. Réfléchissez au nombre de fois dans la journée où vous entendez un résultat de mesure. Je ne parle pas au travail, je parle dans la vie du quotidien. Les litres d'essence, les kilogrammes de tomates, les kilomètres heure sur la route, l'heure du rendez-vous. On parle les kilogrammes et les litres dans les recettes de cuisine. On parle toute la journée en résultat de mesure. Toute la journée, on parle de mesures. Et depuis qu'on est tout petit, nos mesures, on les a entendues avec une valeur absolue. On ne nous a jamais dit il y a 100 grammes à plus ou moins 3 grammes. C'est d'ailleurs ce qu'on ne voulait surtout pas dire. Ce n'était pas le plus ou moins. Dans la métrologie légale, on dit il y a 100 grammes. Mais la réalité, c'est qu'il y a 100 grammes à plus ou moins quelque chose. Et ça, depuis qu'on est tout petit, on n'entend jamais. Et donc, notre cerveau, qui ne connaît pas la technologie de la mesure, qui ne sait pas pourquoi ce n'est pas possible de mesurer juste, ben notre cerveau a intégrer l'idée de façon quasiment inconsciente, personne ne lui a jamais dit, que les mesures étaient justes parce que depuis qu'on voit des mesures, elles nous sont présentées comme étant justes. Et donc, du coup, l'entreprise, l'industrie s'est basée sur ces croyances. Et cette croyance, ça conduit forcément à prendre des dispositions pour contourner ce problème qui existe pour de vrai. Et donc, du coup, cette stratégie qui consiste à resserrer des tolérances, à se mettre au pire des cas et à faire tout ça, ben, elle est inhérente au fait qu'on ne peut pas comprendre certains phénomènes si on oublie que les mesures ne sont pas justes. Je vais passer Alors justement, Jean-Michel, là je suis en train d'afficher les résultats du sondage, donc on voit bien qu'on a quand même affaire à un public de métrologues, puisque 89% estiment que les incertitudes de mesure sont importantes, 11% généralement négligeables et personne n'a voté pour inutile. D'accord. Alors, sauf que dans la pratique industrielle, si on sort de notre laboratoire et de notre fonction de responsable métrologie et qu'on va voir ce qui se passe au pied des machines, ben on va se rendre compte que les opérateurs, en tout cas, à moins que les choses aient bien changé depuis peu, mais pour les opérateurs eux-mêmes, ce n'est pas une question. Et d'ailleurs, tous les gens avec lesquels je discute autour de ces questions-là et qui sont responsables de fonction métrologie me disent bien toute la difficulté qu'ils ont à faire comprendre et à faire admettre cette problématique. Alors oui, nous, métrologues, quand on est confronté à des audits, on sait ce que c'est, donc on fait des calculs en effet. En revanche, dans la pratique du quotidien, pour les gens qui utilisent des mesures, soit pour régler des machines, soit pour prendre des décisions, il est bien rare, en tout cas, ça existe forcément, mais on va dire qu'il est assez rare que les gens les utilisent vraiment comme ils devraient les utiliser pour statuer sur les décisions.
Enfin, ça, c'est un débat qui pourrait effectivement se développer pendant longtemps, chacun pouvant partager ses expériences. Mais du coup, on va justement s'appuyer maintenant sur des expériences réalisées pour de vrai et se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Là, je ne vais pas développer ce sujet parce il demanderait des heures de développement, mais quand même, je vais attirer votre attention sur justement la prise en compte des incertitudes de mesure sur cet exemple-là. Donc là, c'est une pièce de l'industrie automobile, peu importe les détails, qui avait été une pièce support pour la première comparaison interlaboratoire que Delta-Mu avait organisée sur des mesures avec des machines à mesurer tridimensionnelles. J'en reparle tout à l'heure dans les exemples, hein, Marie, qu'on a décidé d'exposer. Mais là, en 2 mots, en fait, on a évalué l'incertitude de mesure sur ce type de pièces avec des machines 3D. Et cette incertitude de mesure, on l'a évaluée non pas par une méthode un peu analytique telle que le préconise le GUM, mais par un essai interlaboratoire. Donc, on a eu une quinzaine, en gros, peut-être un peu plus de participants autour de cet essai interlaboratoire. On a exclu les valeurs qui étaient aberrantes et on a déterminé les incertitudes de mesure sur les différents éléments géométriques de cette pièce. Alors, cette pièce, c'est une pièce de haute précision qui est fabriquée sous climatisation. Les alaisages, là, notamment de tête, avaient une tolérance autour de H5, donc une tolérance de quelques microns, 6 à 8 microns, je ne sais plus la dimension, enfin la tolérance exacte. Les incertitudes de mesure ont démontré que l'incertitude sur ces diamètres était de l'ordre à 2 écarts types, de l'ordre de plus ou moins 10 microns. C'est-à-dire des incertitudes qui sont pratiquement 3 fois plus grandes que la réalité, enfin que la tolérance à contrôler. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est absolument énorme. Et là, ce n'est pas une hypothèse de calcul, c'est la réalité des pièces qui ont été mesurées et qui, par des spécialistes, dont on a écarté les valeurs qui étaient incohérentes avec celles des autres spécialistes pour conduire à notre évaluation d'incertitude de mesure. Quand on a regardé, puisqu'il y avait plusieurs pièces qui ont été mesurées, on a pu évaluer quelles étaient en revanche la capacité du procédé de production de ces pièces. Alors, je ne vais pas faire de grands calculs statistiques aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais on a pu démontrer en fait que le procédé de fabrication était plus performant que le processus de mesure. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on voyait des pièces était bien plus mauvais, bien plus flouté que la réalité de ces pièces. Alors, comment on fait ça? On fait ça avec des outils statistiques, on parle de mots grossiers un peu, de déconvolution, enfin, de choses comme ça. Mais en fait, on peut expliquer ça en prenant un petit peu de temps, on peut expliquer ça assez facilement. Et du coup, on a démontré ça. Le procédé de production, donc les pièces étaient bien meilleures que ce qu'on croyait qu'elles étaient. Et cette conclusion nous a conduit au graphique que vous avez sous les yeux, où là, on a regardé du coup quels étaient les risques clients et fournisseurs de se tromper dans la décision. Donc, vous voyez la courbe en rouge, en double trait rouge, qui est sur l'axe secondaire, parce qu'elle n'a rien à voir avec les autres. Le risque client, c'est le risque de voir conforme, à cause de la mesure, une pièce qui est en réalité non conforme. Ce risque client, alors suivant différentes configurations, il plafonne autour de 0,45%. C'est-à-dire, il est négligeable. Ça fait 450 ppm, et encore suivant les configurations. Donc, il peut être encore inférieur à ça. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi ce risque est si faible avec une incertitude si grande? C'est que pour livrer une pièce non conforme, encore faut-il l'avoir fabriquée. Et si mon procédé de production, il fabrique très peu de pièces non conformes et qu'en plus je les mesure, il y en a certaines qui sont non conformes que je vais voir effectivement non conformes. Ça, c'est les bonnes décisions. Donc, c'est les conformes vus conformes. Enfin, pardon, les non conformes vus non conformes. C'est les pointillés larges là. Et il y a aussi la situation où la pièce est conforme et que je la vois conforme. C'est les petits pointillés. Donc, ceux-là sont sur l'échelle de gauche, les graduations sur l'échelle de gauche. Et j'attire votre attention sur la courbe risque fournisseur. La courbe risque fournisseur, c'est les pièces qu'on voit non conformes alors qu'elles sont conformes. Et là, vous voyez que suivant les configurations, elles culminent à 80%. C'est-à-dire que dans 80% des cas, le risque, il est pour le fournisseur. C'est-à-dire, je mesure, je vois la pièce pas bonne, alors qu'en réalité, à cause de l'incertitude de mesure, je la vois pas bonne, alors qu'en réalité, elle est bonne. Vous imaginez bien qu'avec un risque à 80%, les conséquences, elles sont immédiates. C'est qu'on est obligé de bidouiller pour livrer. Il n'y a pas un producteur qui va livrer ou qui va reprendre 70% de ses pièces. C'est absolument pas possible. Là, je suis dans une configuration en plus dans laquelle on est quand même très pointu. Je rappelle, un procédé de fabrication sous clim et des mesures faites sur des machines 3D en mesure dimensionnelle. On considère souvent que c'est la Rolls.
Ça dépend ce qu'on mesure, pas pour tout, mais vous voyez qu'on n'est pas dans un contexte défavorable dans lequel on bricole avec un pied à coulisses dans un atelier. On est dans une situation assez pointue et malgré tout, ces incertitudes de mesure suscitent, génèrent des risques importants et notamment des risques fournisseurs. Ça, c'est un vrai problème et donc ça peut permettre de poser des questions à tous ceux qui justement ne prennent pas systématiquement en compte l'analyse de l'incertitude de mesure globale dans les conditions réelles pour prendre des décisions. Ça peut expliquer des fois certains arrangements avec la réalité et donc des données qui ne sont pas toujours représentatives de la réalité parce qu'on a voulu les faire rentrer dans le cadre pour pouvoir livrer. C'est vraiment un sujet important. Moi, il me passionne depuis 20 ans, ceux qui me connaissent le savent. Et là, on touche du doigt le fond de la critique qu'on peut avoir des pratiques ISO 9000. Depuis 30 ans, on a investi beaucoup d'argent dans les instruments de mesure. On n'en a peut-être pas investi assez dans la sensibilisation aux incertitudes de mesure, dans la prise en compte des incertitudes de mesure, dans la compréhension des risques associés aux résultats de mesure. Et donc, il y a encore un énorme travail à faire de vulgarisation, sensibilisation pour pouvoir sortir du dogme étiquette verte sur les instruments de mesure et pour aller vers la réalité d'une décision argumentée eu égard à la connaissance de nos procédés et à la connaissance des incertitudes de mesure. Je crois, Marie, qu'il est temps que je dise deux mots et que je te laisse la main sur l'intelligence artificielle. Quels sont les objectifs de l'intelligence artificielle dans le monde industriel? Ici, je parle d'un alignement de planète. Dans le monde industriel, quand on fabrique des entités, là j'étais dans le monde pharmaceutique ce matin, j'avais un call à 9 h où on parlait du problème des surpressions et donc des filtres dans les salles de travail des grands labos pharmaceutiques. Et ces filtres-là, on voudrait détecter quand est-ce qu'ils sont encrassés ou pas pour pouvoir faire des opérations de maintenance. Alors évidemment, on peut se dire on arrête toutes les installations 2 fois par an et on fait tout un tas de tests autour des filtres, ou on peut essayer, à travers des indications, des informations, alors mesurées ou pas mesurées d'ailleurs, on peut essayer de voir s'il est possible de détecter les situations qui nous permettraient de dire que les filtres sont encrassés ou qu'ils sont toujours opérationnels. Autrement dit, plutôt que de le faire arbitrairement tous les 6 mois, l'idée c'est de voir si on n'a pas des informations qui nous permettent de dire quand toutes ces informations-là sont alignées, d'où l'histoire de l'alignement de planète, alors on a toutes les raisons de penser que le filtre est encrassé, qu'il va falloir le changer ou qu'il va falloir le nettoyer. C'est tout ce que va nous permettre de faire l'intelligence artificielle. Alors, vous allez dire, on a fait des plans d'expérience, on connaît les grandeurs d'influence. Alors oui, on fait déjà des plans d'expérience, on connaît les grandeurs d'influence, sauf que toutes les entreprises ont encore des problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Et ces problèmes, en fait, ils se cachent très probablement derrière des causes qu'on n'a pas soupçonnées, des causes qu'on considère comme négligeables, que les experts estiment non influentes. Et les algorithmes d'intelligence artificielle, eux, comme ils sont agnostiques, en fait, ils n'ont pas de croyance, ils vont récupérer toutes les informations et ils vont essayer à travers ces informations de voir les situations dans lesquelles ce qu'on espère se produit, ça permet de le reproduire plus facilement, ou les situations dans lesquelles les phénomènes qu'on redoute se produisent, et ça permet donc de les anticiper. Voilà. Si on sait que les planètes commencent à s'aligner d'une façon négative pour les phénomènes qui nous intéressent, alors on va pouvoir agir pour éviter cet alignement de planètes, autrement dit pour agir pour que le phénomène ne se produise pas. Il faut vraiment avoir conscience que, et dans les exemples qui vont suivre, vous allez comprendre tous les enjeux de la métrologie dans ce nouveau monde de l'industrie 4.0 et donc des algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est de négliger aucune des données qui pour l'instant paraissent négligeables. Chaque fois que l'entreprise capitalise de l'information, chaque fois qu'elle fait une mesure, il se cache peut-être dans cette mesure des explications à des phénomènes qu'on n'a pas encore expliqués. Donc, on ne va pas révolutionner la façon de fabriquer des voitures ou de fabriquer des vaccins. En revanche, on va mieux comprendre les cas qui nous ennuient aujourd'hui, qui conduisent à des alertes ou à des non-conformités, des fois qui n'en sont pas d'ailleurs, de manière à essayer de les prévoir, de manière à les prévenir et non pas simplement à constater qu'on a un problème. La vérification je le redis, des instruments de mesure, elle nous a habitués pratiquement à constater qu'il y avait un problème. On envoie l'instrument et quand il revient non conforme, ça veut dire qu'on n'avait pas détecté la non-conformité avant. Donc les algorithmes de l'IA ne peuvent pas se contenter de ça et ils sont justement là pour essayer de détecter ces anomalies. Et il y a quelque chose qui est sûr, c'est que
quand on va faire de l'IA, on doit avoir des données de meilleure qualité que les données que nous avons aujourd'hui. Tu peux lancer le sondage, Marie, s'il te plaît. Jusqu'à aujourd'hui, je le redis, on n'a pas lié le manque de qualité de certaines mesures, pas toutes les mesures évidemment, mais de certaines mesures. L'exemple sur la pièce mécanique que j'ai cité est assez démonstratif. On ne l'a pas lié comment? On ne l'a pas lié en resserrant les tolérances. On ne l'a pas lié des fois en bricolant un peu la réalité. On n'a pas lié tout ça en disant, bah oui, mais ça marche. Tout le monde l'a vécu, il n'y a pas de mal à ça, puisqu'on est contraint par la force des choses à parfois statuer comme ça. Pourquoi on a pu faire ça? Parce qu'on prenait ceinture bretelle, autrement dit, parce qu'on n'était pas réellement efficient. Les algorithmes, eux, ils vont nous permettre de tendre vers l'efficience, de mieux comprendre, pour mieux piloter, pour mieux exiger. Voilà. Quand on demande 1/100e de tolérance alors qu'on a besoin d'1/10e, c'est quelque part un pillage sur les générations futures. C'est-à-dire que tout ce qu'on consomme en trop dont on n'a pas besoin, c'est, en tout cas pour certaines réalité, par exemple les matières premières ou l'énergie, et notamment l'énergie fossile, ce qu'on consomme en trop aujourd'hui, c'est ce que nos générations futures n'auront pas. Donc ce besoin d'efficience, il est évident. Cette ceinture bretelle parachute, il va falloir en sortir. Et si on veut réussir ce pari-là, et le métrologue a un rôle fondamental pour réussir ce pari-là, on doit fournir aux algorithmes de l'intelligence artificielle des données plus fiables, plus représentatives de la réalité que les données mesurées dont on peut se contenter aujourd'hui pour faire ce qu'on fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a assez de réponses au sondage pour publier les résultats, Oui. Marie. Ça y est, je publie les résultats. Donc, 94% pensent effectivement que l'IA et la digitalisation vont faire évoluer les pratiques de mesure dans l'industrie, et 6% non. D'accord. Ben, alors là, pour le coup, je suis ravi des 94%. Donc, on a un public. Alors, ça n'enlève rien aux 6% qu'on dit non, parce que je connais beaucoup de gens qui disent non, mais aussi de façon désespérée, en disant de toute façon, on va avoir tellement de mal à faire avancer le public que même avec ça, on risque de ne pas y arriver. Et si c'est ça la motivation de ceux qui ont répondu non, je peux la partager en partie, mais la peur n'évite pas le danger. Il y a des vrais enjeux. Il y a une vraie technologie dans l'industrie 4.0 qui a besoin de la métrologie. La métrologie est mal perçue, mal comprise. Tout le travail qu'on fait avec l'éducation nationale, par exemple, et les études supérieures, hein, on travaille avec les gens, par exemple, l'école des mines de Saint-Étienne, sont complètement conscients de ce manque de compréhension des phénomènes mesurés. Et donc, on a besoin de renforcer nos compétences, nous, métrologues. On a besoin de sortir du dogme de l'ISO 9001, donc la révolution que j'ai appelée la piteuse, hein, pour les pratiques que je dénonce, et j'assume de les dénoncer, pour aller vers cette révolution dont on a besoin, qui est l'éclairante, qui est celle que nous offre la technologie des algorithmes d'intelligence artificielle. Et là, je crois que c'est l'heure de te donner la main, Marie. Oui, alors on a prévu cinq petits exemples pour illustrer un petit peu nos propos à partir de cas réels, de cas pratiques. Donc, le premier, c'est un exemple qu'on a déroulé avec des partenaires de Deltamu, puisque en fait, la mise en œuvre des algorithmes de data science s'appuie sur plusieurs piliers dont la métrologie fait partie. Mais va se poser également la question de la collecte des données, de la conduite du changement, etc. Donc là, on est intervenu donc chez un industriel en Haute-Savoie qui fabrique des pompes à vide. Et la question qui se posait déjà dans un premier temps, c'était de réussir à savoir quels sont les paramètres les plus influents sur la performance du produit fini. Puisqu'en fait, tout au cours de la chaîne de fabrication, dans l'industrie, on mesure au fil de la production différents paramètres pour avoir des indications avant d'établir la conformité en bout de chaîne sur le produit fini. Donc, je te laisse aller sur la slide d'après. Donc, la question, c'était effectivement de pouvoir étudier. Personnellement, je t'ai perdu, Marie. Étudier l'influence de la qualité de la fabrication sur du produit fini. Donc là, l'objectif, en effet, c'était de pouvoir réduire le nombre de non-conformités sur les produits finis en bout de chaîne,
pour pouvoir faire du prédictif et donc anticiper les problèmes éventuels qui pouvaient se poser. Donc la question, c'était d'établir vraiment un lien entre les caractéristiques d'une population de produits finis et les caractéristiques métrologiques des pièces qui vont constituer l'assemblage. Donc avec les objectifs à plus long terme aussi, d'accroître la performance industrielle, de limiter les temps d'arrêt de production, les contrôles inutiles, et puis d'essayer d'aller sur un produit bon du premier coup. Donc pour cela, en fait, on a mis en œuvre donc des outils de data science qui s'appuyaient sur les données collectées pendant la production, hein, les valeurs mesurées. Donc il y avait des valeurs de tout type, hein, des valeurs dimensionnelles, des valeurs de puissance, d'acoustique, qu'on a pu mettre en relation avec la conformité du produit fini pour, dans un premier temps, à partir de l'historique, donc les données qui avaient été mesurées et à la fin, si les produits étaient conformes ou non conformes, pouvoir déjà identifier quels étaient les paramètres qui avaient le plus de poids sur la conformité finale. Est-ce que c'était une mesure de profondeur sur telle pièce? Est-ce que c'était la performance acoustique sur tel moteur, etc. Donc là, on a pu, à partir de toutes les valeurs qui étaient collectées et tracées sur les chaînes de production, identifier les paramètres qui avaient le plus d'influence. Et donc, pour l'anecdote, ils collectaient énormément d'informations pendant la chaîne de production sans forcément les exploiter. Et on s'est rendu compte en fait que les paramètres les plus influents, ils étaient notés avec un pays devant. Alors on leur a demandé à quoi ça correspondait. Ça voulait dire pour information. Donc en fait, ils collectaient des données sans les traiter pour information, comme ça, pendant leur chaîne de fabrication. Et il s'est avéré que c'était certains de ces paramètres-là, qui étaient juste là pour mémoire, pour note, qui avaient le plus finalement d'influence sur la conformité finale du produit. Donc, à partir de cette analyse, déjà le premier résultat, ça a été de pouvoir identifier quels étaient ces critères qui avaient le plus d'impact sur la conformité du produit fini. Et ensuite, grâce aux algorithmes, on a pu construire un modèle qu'on a pu valider sur un échantillon de produits sur lesquels on avait pu connaître la conformité finale et faire un modèle prédictif avec une probabilité de non-conformité. Donc là, l'intérêt, il est dans l'anticipation, c'est-à-dire que au moment où on collecte la donnée alors que le produit n'est pas encore fini, n'est pas encore assemblé, on peut être alerté sur le fait que s'il dépasse telle tolérance, il y a un fort risque de non-conformité. Et donc, on n'est pas obligé d'attendre la phase d'assemblage ou de finition du produit pour intervenir et donc pour pouvoir faire en sorte que le produit soit bon du premier coup. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc, je te laisse aller sur la slide d'après. Donc, on a fait une petite vidéo là avec nos partenaires Human2Data où vous pourrez voir, il s'agit de Pfeiffer, le témoignage notamment du directeur de la prospective industrielle qui explique que ces résultats étaient très prometteurs pour aller encore plus loin. Donc le deuxième exemple, c'est là aussi toujours sur ce thème du fait qu'on a plein de données mesurées dans l'entreprise et dès lors qu'on est en capacité de les collecter, de les enregistrer, la deuxième étape, cette révolution efficiente dans le cadre de la métrologie 4.0 à laquelle on veut atteindre, c'est de pouvoir les exploiter au mieux. Donc là, l'objectif, c'était de pouvoir déjà collecter toutes les données, aller vers du zéro papier, hein, ça fait aussi partie des objectifs de la métrologie 4.0, de collecter et d'enregistrer toutes ces données rapidement, en lien avec les ordres de travail, avec les conformités des produits finis, et de s'intéresser également donc à la fiabilité des données. Donc là,
effectivement, sur la slide d'après, on peut voir que, comme pour le précédent exemple, à partir d'une population de barres qui étaient terminées, sur lesquelles on connaissait si elles étaient conformes ou non conformes, on a pu sélectionner une population d'environ 200 produits. Et là, de la même façon, on a pu évaluer le poids de chaque facteur d'entrée et son influence sur la conformité finale du produit. Donc là, on construit un modèle à partir des données historiques et on va pouvoir valider le modèle. Donc sur une population de produits que le modèle n'a jamais vu, on repasse des barres qu'il ne connaît pas et on va pouvoir, à partir des éléments d'entrée, donc les valeurs de température qui ont été enregistrées, les valeurs dimensionnelles qui sont mesurées pendant la fabrication, construire un modèle prédictif qui est capable d'indiquer si, à la fin, compte tenu de tous les paramètres qui sont mesurés pendant la production, le produit fini va être conforme ou pas. Et là, on arrive à des résultats très intéressants avec un modèle qui est très fiable en termes de prédiction. Et là, on a rajouté un volet supplémentaire qui était de s'intéresser également à la véracité des données. Quand on se rend compte que, par exemple, un pic de température a une incidence critique sur la conformité du produit fini, eh ben, il est important de s'assurer de la fiabilité de ce pic de température et donc qu'on est en capacité de quantifier le bruit de mesure par rapport à la température réelle qui permet d'assurer la conformité du produit. Donc là, effectivement, il y a toute une étude métrologique qui peut être faite autour de l'évaluation de l'incertitude, donc avec les 5M que vous connaissez bien. Et donc, je te laisse aller sur la slide d'après, ce qui nous permet du coup, et de rappuyer, de pouvoir mettre en relation tout ce qui est la modélisation et la prédiction du process, avec l'identification des critères importants, avec, si tu recliques, on va voir apparaître normalement là le lien avec la modélisation métrologique qui nous permet donc de quantifier le risque d'une décision qui est basée quand même sur un résultat de mesure et qui va avoir une incidence sur la conformité du produit qui va être livré au client. Donc voilà pour deux petits exemples qui permettent d'illustrer ce que peut apporter la métrologie et la data science aujourd'hui dans la performance industrielle. Pour les 3 autres exemples, je vais redonner la main à Jean-Michel. La main et la parole, parce qu'on a vu qu'avec la main, je ne faisais pas tout. Je n'étais pas au bon slide avec toi. Oui, alors l'exemple alors, on ne peut pas rentrer dans les détails dans ce webinaire de comment fonctionnent ces algorithmes d'intelligence artificielle, mais le fait est que la sensibilité, notamment sur ces deux exemples, c'était vraiment de montrer que parfois, les industriels subissent des phénomènes, ils vivent avec, en fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Alors, bien sûr, ce n'est pas des phénomènes qui se présentent dans 80% des cas. Et toute la subtilité des algorithmes, c'est d'aller chercher les cailloux dans la chaussure. En fait, c'est de venir améliorer la compréhension de certains phénomènes pour qu'ils ne se produisent pas. Et évidemment, plus on va sur des phénomènes qui ont pas beaucoup de conséquences, plus le fait d'avoir des mesures de mauvaise qualité sur ces phénomènes vont nous faire passer à côté, quoi. On risque de ne pas voir le problème parce que justement la mesure n'était pas suffisamment, les mesures n'étaient pas suffisamment fiables pour donner pour donner la réalité du phénomène. Donc on n'a pas pu mesurer son impact dans le process. Enfin, le risque est de ne pas pouvoir mesurer son impact dans le process, donc de passer à côté d'une explication parce qu'on aura une mesure qui ne sera pas de la qualité suffisante. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. On n'est plus du tout dans le monde de la satisfaction d'un auditeur. On est vraiment à la disposition des procédés de production pour atteindre l'efficience. Donc l'exemple 3 qu'on avait choisi, mais j'ai déjà beaucoup développé, c'était celui des machines à mesurer. Donc là, vous verrez sur le support, puisque nos supports, on va vous les envoyer. Donc vous verrez sur le support et vous aurez des informations plus détaillées sur le cas de cette machine. Donc on revient sur ce que je vous ai dit. Donc au détail près que dans ces slides, on ne présente pas
l'impact que cela a dans le risque client et dans le risque fournisseur. On a vu que dans le risque client, il n'y avait pas d'impact parce que le procédé de production était très capable, lui, de respecter la tolérance. En revanche, la mesure n'étant pas parfaite, il fait naître un grand risque fournisseur, c'est-à-dire dire souvent au fournisseur des bêtises quant à la qualité de son production et lui faire des choses qu'il n'aurait pas eu à faire si ces mesures avaient été mieux maîtrisées. Le cas numéro 4 qu'on a choisi, qui est un peu historique chez nous, parce que vraiment il est frappant, c'est qu'on a été contacté pour faire une étude de périodicité sur la vérification périodique des micropipettes d'un grand acteur du vaccin en France, donc, et dans le monde, Sanofi Pasteur. Et l'idée, c'était de définir quelles étaient les périodicités adaptées. Et l'étude a conduit aussi à se poser la question des EMT. Alors, je le mets entre guillemets, hein, parce que statistiquement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les erreurs maxi, c'est leur nature. Parce qu'une erreur maxi qui serait de type systématique, elle peut se corriger, donc elle n'est pas une erreur maxi, il suffit que je la corrige. Et une erreur maxi, entre guillemets, qui serait de type aléatoire, je vais la subir. Mais du coup, si elle est vraiment maxi, elle n'arrive pas souvent, donc elle n'a pas la même conséquence dans la décision que je vais prendre. Enfin voilà, l'idée des micropipettes, c'était d'aller jusque-là. Et simplement parce qu'on a regardé, on a analysé les résultats d'étalonnage antérieur. Donc sans rentrer dans tous les détails, parce que je vois que les minutes passent, on a pu démontrer assez facilement que finalement les résultats d'étalonnage qu'on obtenait sur les micropipettes, c'était essentiellement dû aux erreurs de répétabilité et de reproductibilité des techniciens d'étalonnage. Alors, ils y sont pour rien, hein, c'est comme ça, c'est qu'une micropipette, quand on la manipule, il se passe des choses. Et dans la vraie vie, d'ailleurs, il se passe des choses pires que ce qui se passe au moment de l'étalonnage. Simplement, ce qu'est l'étalonnage, on les tient bien verticales, alors que dans la vraie vie, on les tient avec un angle, et donc ça modifie encore les caractéristiques métrologiques de la pipette. Mais en tout cas, on a pu démontrer facilement que ce qu'on croyait être les erreurs de justesse des pipettes, c'était surtout les erreurs de répétabilité des opérateurs, pour la faire simple. Et ça avait des conséquences importantes, puisque sans dévoiler les budgets qui ont été, sur lesquels on a travaillé, mais il y avait un budget conséquent de vérification périodique des micropipettes sur le site, parce qu'on faisait des vérifications fréquentes tous les 3 mois, parce qu'il y avait des risques. Et en réalité, même au bout de 3 mois, il peut quand même avoir le risque que la pipette soit non conforme. Alors, il y avait déjà cette question d'optimisation de ce budget. Et quand on s'est rendu compte que finalement l'incertitude d'étalonnage, c'était surtout ce qu'on voyait dans les résultats, et que cette incertitude d'étalonnage amenait des non-conformités, donc des risques fournisseurs. On disait non conforme pour la pipette, alors qu'en réalité elle était conforme. Du coup, ça générait un budget encore plus important pour les études d'impact que le budget lui-même d'étalonnage. Donc, autrement dit, on achetait du bruit. Avec ce bruit, on générait des non-conformités qui n'en étaient pas. Et pour régler le fait que c'était des non-conformités sans incidence, on dépensait encore plus d'argent que l'argent qu'on avait dépensé pour acheter du bruit. Donc, vous voyez que là, si on se... Bon, c'est un vieux dossier hein, chez nous, hein, c'est un dossier qui a 15 ans. C'est pas vraiment de l'IA d'ailleurs, c'est de la statistique pure. Mais si on s'était posé toutes ces questions et si on se les posait encore aujourd'hui, dans ma vie, j'ai étalonné beaucoup de PIA-quiz, par exemple. Moi, je n'ai jamais vu d'erreur PIA-quiz, j'ai toujours vu les erreurs des techniciens qui faisaient l'étalonnage des PIA-quiz. Et donc, si on s'était posé toutes ces questions-là depuis 30 ans, plutôt que d'essayer de trouver les EMD, d'essayer de respecter des périodicités, voire même de calculer des périodicités, on aurait fait un grand pas en avant sur la compréhension de ce qu'était la qualité d'une mesure. Et là, le dernier exemple, il était assez croustillant parce que, en fait, j'avais été sollicité sur cet exemple-là par un sous-traitant qui fait du traitement thermique et auquel son principal client avait imposé de faire des études RR. Donc, je rappelle que les études RR, c'est des études qui visent à déterminer l'impact des opérateurs dans la dispersion des mesures. Donc là, en l'occurrence, on faisait des mesures de dureté. Donc, le client a envoyé le fichier Excel qui va bien et qui fait des études RR. Hein, tout le monde, on en trouve facilement. Hein, donc là, c'était celui du client. Donc, on pouvait avoir confiance dans celui du client. Et donc, la personne a fait les essais tels que demandé dans le fichier. Hein. En gros, il fallait prendre 3 opérateurs, 10 pièces et répéter 3 mesures. Hein, c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Donc, 3 mesures de dureté sur des pièces qui venaient d'être thermiquement traitées. Et en fait, il s'est rendu compte de choses que peut-être certains d'entre vous ont déjà vécues, c'est que la valeur du RR indiquée par le fichier Excel, et qui doit être, pour être conforme, inférieur à 10%, et pour être acceptable, inférieur à 30%, je ne vais pas débattre sur les chiffres, on a fait des webinaires sur cette question,
et ben là, il arrivait à 90%. Donc, il était en panique et en me disant, mais je comprends pas, le fichier Excel, il me dit que c'est pas bon, et qu'est-ce que je vais faire? Ma première question, ça a été depuis combien de temps vous faites, vous pratiquez comme vous avez pratiqué là, enfin, depuis combien de temps vous faites votre métier en fait? Et là, il m'expliquait que ça faisait 20 ans. Et donc, je lui dis, vous comprenez bien que c'est pas un fichier Excel dont vous comprenez pas les rouages, parce qu'on peut comprendre qu'il les comprenne pas. Il a cherché à les comprendre. Hein. Donc, on a fait une formation, on a beaucoup travaillé avec lui là-dessus. Mais vous comprenez bien qu'un fichier Excel dont vous comprenez même pas comment il est constitué et pourquoi il fait les calculs qu'il fait, peut pas vous dire que ce que vous faites depuis 20 ans, c'est pas bon. Voilà. Il vous dit très probablement autre chose, ce fichier-là. Et en regardant bien ce que disait le fichier, en fait, eh ben, comme ça a été avec les pipettes, eh ben, on a vu que la répétabilité des mesures de dureté qui étaient faites sur des pièces qui sortaient du procédé de traitement thermique, et ben cette dispersion des opérateurs était 3 fois plus grande que la dispersion de la dureté réelle des pièces, là encore. Donc là, en gros, on lui disait, ben, en gros, tu fais des mesures dans ton protocole depuis 20 ans, et en fait, les mesures sont tellement entachées de dispersion que tu vois rien du tout, et que du coup, cette dispersion-là, elle faisait quoi? Elle les amenait parfois à juger que la dureté des pièces n'était pas conforme aux exigences du client, et par conséquent, à retraiter thermiquement les pièces pour atteindre l'objectif de dureté finale. Et là, de vous à moi, quand je parlais d'efficience, on est passé à côté du sujet. Parce que si on retraite des pièces thermiquement, c'est-à-dire on consomme beaucoup d'énergie pour les réchauffer, pour les remettre et que cette opération n'a servi à rien du tout, la consommation qu'on a faite en matière d'énergie pour faire ce retraitement qui était inutile, eh ben, c'est typiquement le pillage dont je parlais tout à l'heure des générations futures. Cette énergie n'a servi à rien. Et pour autant, puisque les pièces étaient probablement conformes, et elle ne sera plus disponible pour les générations futures, notamment si c'était de l'énergie fossile. Voilà. Donc on a des vrais enjeux. Chez Delta on connaît des cas comme ça tous les jours. Je n'ai pas fini de le dire, mais hier soir, j'étais tard avec un élève ingénieur qui fait son stage dans une entreprise qui fabrique du papier de toilette et qui se posait des questions sur la différence de grammage du papier à l'entrée d'un procédé qui est un procédé de gaufrage et à la sortie. Tout ingénieur qu'il était, on a passé 1 heure à expliquer que ce qu'il voyait comme différence statistique, ça venait peut-être des mesures parce qu'ils ne mesuraient pas de la même façon avant le process qu'après le process et que les dispersions qu'on observait ne permettaient pas de statuer. Pour autant, dans la pratique, eh ben, on n'aurait pas discuté de tout ça, il aurait statué statistiquement qu'il y avait une modification, alors qu'aujourd'hui, il doit être en train de travailler sur un nouveau plan d'expérience qui va essayer de faire la part des choses entre est-ce que ce que je vois, la différence que je vois, est-ce qu'elle est liée à la différence de mes processus de mesure? Je redis qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes technologies. Ou est-ce qu'elle vient vraiment d'une transformation qui est liée au process? Enfin, voilà, on a un chantier immense derrière nous, enfin devant nous, pardon. À mon sens, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps sur des sujets qui étaient connexes et que maintenant, le métrologue doit trouver du temps pour s'engager aux côtés de ses collègues industriels hein, dans cette révolution, parce que les industriels ont vraiment besoin de mesures plus fiables que les mesures d'aujourd'hui pour pouvoir faire parler les algorithmes de façon pertinente. Voilà, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Et les métrologues ont la chance, enfin, me semble-t-il, de pouvoir trouver le temps de faire ça. Et pour trouver le temps de faire ça, ben, il suffit par exemple, d'optimiser ces périodicités d'étalonnage pour passer moins de temps sur ces questions-là et passer plus de temps sur la maîtrise des mesures industrielles au pied des machines. Voilà. J'en ai fini pour la présentation. Peut-être que on a dépassé le temps comme d'habitude, mais peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 questions à l'oral. Je n'ai évidemment pas suivi les questions. Oui, alors il y a eu quelques questions, alors notamment sur des exemples que j'avais pu donner. Donc, notamment, bon, une remarque plus sur la lourdeur des plans d'expérience qui peuvent être mis en place par le biais de la data science ou des algorithmes qui ont été mis en œuvre. Donc, ce à quoi j'ai répondu, que justement, il n'y avait pas vraiment de plan d'expérience. Là, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va traiter directement à partir des données collectées et qu'on va faire du traitement a posteriori pour construire un modèle prédictif. Mais bon, je te laisse. Alors, tu as bien fait de répondre ça, Marie, c'est exactement, j'aurais fait à peu près la même réponse avec mes mots. C'est vraiment, c'est là toute la différence entre ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, donc les plans d'expérience, et ce que propose de faire l'intelligence artificielle. Dans les plans d'expérience, on est dans un monde dit d'opinion, c'est-à-dire qu'on va avoir l'opinion
que tel ou tel facteur, alors les opinions peuvent être tout à fait fondées, hein, mais on va dire tel ou tel facteur agit et on va essayer de comprendre quelles sont les plages de variation acceptables de ces facteurs pour que ça n'engage pas la qualité de ce qu'on attend de faire. Donc ça suppose effectivement de faire des plans d'expérience qui sont compliqués, qui peuvent être longs, mais ça suppose aussi d'identifier les facteurs. Et je le redis, les facteurs les plus gros, ben on les connaît, mais tout ce qui va nous intéresser, c'est justement tous les facteurs qui sont non identifiés. Dans l'intelligence artificielle, je le redis, l'intelligence artificielle s'appuie sur le big data. Le big data, c'est je prends tout ce que j'ai sans aucun alors je sais qu'il y a des gens qui disent autrement, mais la théorie du big data, c'est que je prends toutes les données possibles qui sont à ma disposition. Alors évidemment, les données que je ne mesure pas, je ne peux pas les inventer, l'algorithme ne les inventera pas. Donc peut-être qu'il va falloir instrumenter tel ou tel paramètre, tel ou tel… Oui, ça c'est possible qu'il faille instrumenter une machine pour relever une température, une vibration. Il y a beaucoup de discussions sur les signaux vibratoires des machines et il y a beaucoup d'informations dans les signaux vibratoires des machines. C'est sûr que si je ne sais pas aujourd'hui mesurer cette vibration, alors bien sûr, je n'aurai pas d'informations du fait de cette vibration. Et pour autant, cette vibration, elle donne sûrement beaucoup d'indications sur l'état de santé de la machine. Mais dans l'IA, on repose sur le big data. Le big data, c'est je prends tout sans aucun a priori à savoir si ce facteur est influent ou pas. Je prends tout ce qui passe, je prends tout ce dont je dispose, et c'est l'algorithme qui va aller chercher quels sont les alignements de planètes. Et ces alignements de planètes peuvent se faire sur des valeurs totalement contre-intuitives. Ce que tu disais, Marie, dans l'exemple Pfeiffer, c'est que quand vous dites dans des facteurs d'influence, c'est-à-dire des facteurs qui nous permettent de dire à l'avance si la pompe est conforme ou pas, donc s'il faut la contrôler ou pas, parce que l'intérêt c'était de dire comme la pompe est conforme, on ne la contrôle pas, c'est pas la peine, on la livre. Et ben, quand on voit dans des colonnes marquées pays pour information, c'est-à-dire que les experts n'avaient pas capté que cette indication-là, que cette donnée-là pouvait intervenir dans la conformité de la pompe. Et si les experts n'avaient pas capté ça, vous comprenez bien que si j'avais dû faire un plan d'expérience, ben, je n'aurais pas fait un plan d'expérience sur cette valeur et je n'aurais rien trouvé du tout. Donc oui, parfois, pour faire de la data science, on va être obligé d'instrumenter, ça c'est possible pour aller plus loin dans la compréhension des phénomènes, mais non sur l'idée d'avoir à faire des plans d'expérience. Les plans d'expérience, ça relève de l'industrie 3.0. Et on avait une autre question, effectivement, toujours en lien avec les exemples, sur le fait qu'on peut identifier des facteurs les plus influents. Donc, on m'a demandé quelles ont été les actions qui ont été mises en place, est-ce qu'on a pu mettre sous contrôle? Oui, donc c'est tout l'intérêt, une fois qu'on a identifié les facteurs les plus influents, c'est de pouvoir même mettre en place un système d'alerte. Quand on se rend compte en direct, en live sur la production qu'il y a une donnée qui est en train de dériver, de pouvoir être alerté en temps réel pour anticiper et agir tout de suite. Voilà. Alors pour compléter, je partage encore ton avis, Marie. Quand j'ai parlé d'alignement de planètes, il ne faut pas avoir une droite parfaite. C'est-à-dire que les planètes, elles peuvent se décaler un peu des axes. Et effectivement, les systèmes d'IA vont être capables de dire, bon, la planète, elle n'est pas rigoureusement alignée sur notre droite, mais elle est dans la bonne direction, il n'y a pas de problème. Et on va être capable de dire, attention, là, elle s'éloigne trop. Alors évidemment, si c'est un choc, elle part d'un coup et on va juste pouvoir dire, ah, il y a eu un choc, il faut arrêter tout. Mais si c'est une lente dérive, parce qu'une usure d'outils, une usure de machine, hein, il y a un moment, on va dire, oh là là, elle s'éloigne trop de l'axe, il faut la ramener, quoi. Donc oui, bien sûr que ça permet de faire du prédictif. Et dans l'exemple, par exemple, pour revenir à un sujet qui vous est sûrement cher et qui nous est cher chez Deltamu, c'est la problématique des périodicités d'étalonnage. Quand vous fixez une périodicité d'étalonnage, quelle que soit la méthode avec laquelle vous la déterminez, soit le PIF, c'est-à-dire un an, soit les méthodes de la FDX 07014, que ce soit la dérive, que ce soit Opérette, que ce soit tout ce que vous voulez, vous n'avez pas de caractère prédictif. Vous êtes juste capable de dire, bon, compte tenu de la méthode, c'est pas la peine de le faire tous les jours. Voilà, en gros, on dit ça. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, il ne peut pas y avoir un problème. À tout moment, il peut y avoir un problème sur un processus de mesure. Et donc, l'intelligence artificielle, si elle est capable de nous dire qu'il y a des planètes qui sont en train de s'écarter, en traitant des résultats de mesure sur des procédés, elle va être aussi capable de nous dire, attention, il y a peut-être bien un problème sur les mesures que vous faites sur cette planète-là. Donc, on va être capable de détecter en dynamique un problème soit lié à une dérive du procédé de production, soit lié à une dérive du capteur ou de l'instrument de mesure. Donc, l'IA peut être mise au service d'une périodicité que nous, on appelle conditionnelle, c'est-à-dire on ne fait plus un étalonnage juste pour faire plaisir à l'auditeur tous les ans parce que ça tombe comme ça, on fait un étalonnage quand on a une bonne raison de le faire. Et une bonne raison de le faire, c'est quand on a eu
une information, une alerte sur attention, il y a peut-être un problème sur cet instrument-là, donc il faut agir. Et attention, il y a peut-être un problème, les algorithmes de l'IA sont particulièrement performants pour le dire. En tout cas, certains. Enfin, pas tous, mais certains. En tout cas, il existe beaucoup de possibilités pour faire ça, et ça permet vraiment d'être dans un monde plus serein. Parce qu'aujourd'hui, quand on envoie un appareil en vérification, et surtout dans certaines industries très sensibles, je pense au pharma, on redoute juste qu'on nous dise que c'est non conforme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à faire des périodicités plus courtes pour avoir des études d'impact plus courtes. La réalité, c'est que si j'étais capable de détecter l'anomalie au plus proche de sa survenance, j'aurais encore moins d'études d'impact à faire, parce que je pourrais dire presque d'un moment sur l'autre, attention, là j'ai un problème. Alors, j'ai une autre question qui est en lien. L'analyse permet-elle d'estimer les liaisons entre les facteurs, ce qui est un des éléments importants du plan d'expérience? Ah oui, alors. Voilà, la corrélation. Alors, j'allais dire, certains algorithmes, oui. Certains algorithmes n'en ont pas besoin parce qu'ils ne vont pas chercher de covariance. Parce qu'il y a certains algorithmes qui ne marchent pas, qui ne reposent pas, pardon, sur des bases classiques statistiques qu'on appelle l'inférence statistique, à savoir, à travers un échantillon, essayer de deviner la réalité, donc notamment les relations, si j'interprète pas mal la question, les relations qui existent entre des variables. Donc là, effectivement, certains algorithmes n'ont pas besoin de faire ça. En revanche, ils en tiennent compte de façon implicite, parce que les algorithmes auxquels je pense, typiquement Random Forest, il va dire quand ça se passe en même temps, alors il se passe ça. Et quand ça se passe en même temps, c'est une covariance. Sauf que ça ne porte pas ce nom-là et les algorithmes ne les calculent même pas. Ils ne sont pas forcément obligés de les calculer. Il y a des algorithmes, dont un qu'on connaît bien chez Deltamu, qui s'appelle Hypercube et qui était un de nos partenaires à la création du cluster Auvergne Efficience Industrielle, n'a pas besoin par nature de covariance. En revanche, il va encerner, il va encapsuler les situations dans lesquelles, pour un nombre quasi infini, enfin, pour un grand nombre de grandeurs d'influence, il va être capable de déterminer les zones de bon fonctionnement dans lesquelles, quand toutes ces caractéristiques se passent dans cette zone de bon fonctionnement, alors ça se passe bien. Donc, et pour faire cette zone de bon fonctionnement, il utilise un hypercube, et un hypercube, ça n'a pas besoin de calculer des covariances. Donc, pour rien dévoiler trop tôt, mais nous, Deltamu, on travaille aussi sur un algorithme qu'on appellera d'intelligence augmentée et pas d'intelligence artificielle. Sur cet algorithme à nous, qu'on développe en partenariat avec des gens de Toulouse et dont on va parler en début d'année très probablement, enfin, ou en fin d'année 2021, parce qu'on est dans les phases de développement d'interface homme-machine et tout ça. Cet algorithme, lui calcule, alors là pour le coup, calcule réellement toute cette matrice de variance-covariance des n dimensions. Et du coup, il a aussi l'avantage de voir quand est-ce que, je vais utiliser un mot un peu barbare, quand est-ce qu'on viole ces relations. C'est-à-dire quand est-ce qu'on sort de ces relations. Et quand on commence à sortir de ces relations, c'est un signal faible. Et ce signal faible, si on le repère à temps, il va même pouvoir nous dire, comme on a violé ces relations de telle et telle sorte, alors ça vient probablement de tel phénomène qui est en train de se produire. Et si on est capable de deviner le problème, le phénomène, enfin si les hommes métiers sont capables de décrire le phénomène qui impacte en même temps cette matrice de variance-covariance, ou en tout cas certains des éléments de cette matrice, du coup on va être capable de définir l'action corrective. Et à partir du moment où on a cette signature de l'action corrective, et bien, dès que le phénomène va se reproduire, on pourra alerter tout de suite sur l'action corrective à conduire pour annuler, enfin en tout cas pour le prévenir. Donc la question est pertinente, très pertinente. Je redis, tous les algos ne nécessitent pas ça, mais tous en tiennent compte de toute façon d'une manière implicite au minimum. En tout cas, on a la confirmation que tu as bien interprété la question. Bon, parfait. En tout cas, je remercie tous les participants. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. On vous a mis là à l'écran les prochaines dates où vous pouvez nous retrouver. Donc, le 8 juillet pour notre prochain webinaire, donc, qui sera co-animé toujours par Jean-Michel, mais également Christophe Dubois. Et toujours donc des formations, si vous souhaitez. On sera ravis de vous accueillir dans nos locaux à Clermont du 20 au 22 juillet, mais nos classes, on les fait aussi bien sûr en virtuel. Donc il reste encore de la place si ça vous intéresse, et toujours donc 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube,
où vous retrouverez aussi le replay de ce webinaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à J'en bientôt. profite pour faire un peu de pub pour celui du 8 juillet. Vraiment, là, tout ce que j'ai expliqué sur les risques clients, risques fournisseurs, tous ces calculs un peu complexes pour les gens qui se posent vraiment ces questions avec une norme qui est absolument géniale. Bon, je la défends corps et âme, hein, le guide 88-4. J'ai animé le groupe, enfin, en partie animé le groupe AFNOR qui a rédigé le FDX 07039, qui est un fascicule d'explication autour de cette norme. Vraiment, pour les métrologues qui veulent voir l'avenir, je détiens aucune vérité, mais je pense vraiment que cette norme, c'est une ouverture sur une véritable révolution, et c'est celle-là la révolution 4.0 en fait, c'est de tenir compte de toute l'information dont on dispose pour statuer quand on doit prendre une décision, et pas uniquement sur l'information mesure. Écoutez, rendez-vous le 8 juillet, vous aurez plein d'infos sur cette nouvelle approche qui est vraiment passionnante et qui va occuper la métrologie, je pense, dans les 10 prochaines années. Elle est supportée par le BIPM et ses groupes de travail. Hein. C'est le groupe de travail qui a écrit le GUM, qui a écrit cette norme-là. Le GUM est encore d'actualité aujourd'hui, 20 ans après. Cette norme sera encore d'actualité dans 20 ans. Montez vite dans le train et nous, on s'arrête en gare le 8 juillet pour vous embarquer avec nous. À bientôt, au revoir. Au revoir.